Alors bonjour et bienvenue au 4e épisode de Board Game Duel, le podcast où deux jeux de société s'affrontent dans un duel sans merci. Dans le fond, le concept, c'est que à chaque épisode, on a un thème et chacun de vos deux hôtes, d'ailleurs, je suis votre hôte Sam. Et Vince. Donc, à chaque épisode, on va choisir un thème, puis on va chacun vous présenter un jeu en lien avec ce thème-là. Et ce sera à vous de décider à la fin quel jeu qui vous semble le plus intéressant, quel jeu vous avez envie de jouer, qui a gagné le duel. Et aujourd'hui, le thème de l'émission, ça va être les gros jeux de bataille épiques, épiques et thématiques, devrais-je dire. De mon côté, je vais vous présenter le jeu War of the Ring, duquel vous avez peut-être entendu parler si vous avez écouté notre épisode 1. Puis du même coup, un autre qu'on a cité dans l'épisode 1, ce sera Star Wars Rebellion que je défendrai de mon côté. Mais ça va être pour plus tard. Avant tout, comme le veut la tradition, on va vous parler des jeux auxquels on a joué récemment. Alors Vince, à quoi t'as joué cette semaine? Dernièrement, j'ai joué à un petit jeu de cartes qui joue quand même rapidement, qui s'appelle Game of Thrones, Hand of the King. C'est un petit jeu assez facile à placer sur la table, assez facile à transporter aussi. C'est juste une petite boîte avec un petit paquet de cartes. Où justement, on va essayer de prendre le contrôle des différentes familles de l'univers de Game of Thrones. Donc, on a des Targaryen, les Snow et compagnie, qui veulent influencer la cour du roi pour pouvoir déterminer qui va être le roi. La main du roi. La main du roi. Chaque joueur va à tour de rôle contrôler Varys, qui va se promener sur l'espèce de plateau qu'on va créer en plaçant tous les personnages en une espèce de grille carrée, là, il y a de 6 par 6. Et Varys va se déplacer soit horizontalement ou verticalement, puis il va, dans le fond, remporter la faveur de tous les membres d'une seule famille dans cette ligne-là. Et le but du jeu, c'est à la fin d'avoir la faveur du plus de familles que nos adversaires. C'est en utilisant des positionnements stratégiques qu'on va y arriver, parce que le jeu a l'air simple Le jeu, en fait, est super simple à jouer, mais il y a une grosse réflexion à faire à savoir quelle famille on va aller chercher puis à quel moment. Parce qu'à chaque fois qu'on va déplacer Varys, on va laisser la porte ouverte à notre ennemi d'aller là où il veut. C'est ça, en fait, ce que j'allais dire, c'est que c'est quasiment plus important qu'est-ce qu'on laisse aux adversaires que qu'est-ce qu'on prend pour nous. Donc, on essaie de le mettre dans une mauvaise position où il va être forcé de prendre un tour qui va nous avantager par la suite. Le jeu est super bon à 2 joueurs, mais il peut se jouer jusqu'à 4. À 4, c'est le fun parce qu'on peut jouer en équipe même. Donc, on va être 2 équipes de 2. On va alterner les 2 équipes. Dans le fond, si je suis en équipe avec Vincent, il va y avoir un joueur entre nous deux qui va jouer entre nous deux de l'équipe adverse à chaque fois. Il faut que j'essaie de penser à la fois pas avantager mon adversaire, mais aussi le mettre dans une position qui va le forcer à jouer un tour pour avantager Vincent. Et si on réussit à terminer une famille en déplaçant Varys, ben on obtient aussi une carte personnage qui nous donne un pouvoir particulier qui peut influencer la partie. Fait qu'il faut garder ça en tête aussi quand on va laisser les cartes, quand on va jouer notre tour, parce que ce qu'on laisse à notre adversaire peut des fois nous coûter très cher. Aussi, point à souligner, le jeu est vraiment beau. Là. Vous pourrez aller voir sur notre page Instagram, j'ai mis des photos de notre partie. Le style de dessin des personnages, un style vraiment particulier, là, Ça rappelle des dessins animés un peu. Ouais, c'est ça, un petit côté cartoon. Tu sais, c'est coloré, c'est presque joyeux, mais en même temps, c'est dark parce que c'est Game of Thrones. Allez voir, ça vaut le détour. Donc, c'était Game of Thrones, The End of the King par Bruno Catala et les éditions Fantasy Flight. Sam, je vais avoir une question pour toi. Est-ce que tu t'es déjà posé la question si dans un combat à mort, qui gagnerait? Est-ce que ce serait des mamans enragées avec des Master Swords ou bien Batman qui peut devenir invisible quand il respire pas, mais qui mesure 3 pouces? Clairement, c'est Batman. Moi, je te dirais que les mamans enragées ont quand même un petit avantage parce que ils vont sentir le dessous de bras de Batman dans son soude de cuir. Surtout si ça fait pas longtemps qu'ils sont des mamans, puis qu'ils ont encore le nez fin. Eh bien, c'est le genre de question qu'on se pose quand on joue à Super Fight.
Donc, Super Fight, en fait, c'est un jeu de cartes où tous les joueurs vont jouer contre ou ensemble. Il y a des fois, il y a plein de modes de jeu qu'on peut utiliser. Et dans le fond, le but, c'est un jeu de débat. Tous les compétiteurs vont se créer un héros, un combattant qui va avoir différents pouvoirs qui peuvent être avantageux ou désavantageux. Et après ça, tout le monde va argumenter à savoir qui gagnerait un duel. Mais c'est surtout un jeu qui est le fun à faire parce que tout le monde aime ça un peu s'ostiner avec ses amis. Ben là, c'est le jeu dans lequel c'est l'objectif. On s'ostine avec nos amis pour essayer de déterminer qui va gagner. Ouais, c'est clairement un jeu de party. Il y a un peu le même défaut que beaucoup de jeux de party, que c'est pas une expérience compétitive super balancée. C'est plus comme il y a une façon de compter les points, mais on s'en fout un peu. C'est une activité qu'on fait ensemble. On jase, on s'astine. Ouais, le but, c'est ça, justement. Le but, c'est juste de dire des niaiseries entre amis. Il n'y a pas vraiment de vrais gagnants. Puis les règles sont assez. Ah, c'est assez lousse, là. Ouais, ouais. On peut tricher un peu ou faire un peu qu'est-ce qu'on veut, là. C'est plus le jeu est comme un cadre. Ouais, puis justement, il suggère plein de façons de jouer le jeu, mais l'idée, c'est plus vraiment de dire des niaiseries entre amis. Ouais, donc c'est ça, c'est plus des cartes qui vont un peu inspirer nos débats, là. Fait que, tu sais, c'est le jeu qui va répondre à savoir qui gagnerait entre Gandalf dans le USS Enterprise, mais avec des bottes en plomb, versus Chuck Norris, qui est une armée de vélociraptors, mais des jambes de bébé. Et ouais, ça fait mal à Chuck Norris. Pas de roundhouse kick, là. C'est ça. Ça peut être chaud. C'est le genre de débat que vous allez avoir avec vos amis en jouant à Super Fight. Attention par contre, parce que tantôt tu parlais que tout le monde aime ça s'ostiner avec ses amis. C'est vrai dans notre cercle à nous, je suis pas sûr que c'est le cas pour tout le monde tout le temps. Tu sais, si vous avez des amis qui aiment pas trop ça, s'ostiner ou être sur le spotlight dans une conversation, c'est peut-être pas le genre de jeu pour ces amis-là. Ouais, il faut savoir mettre des limites aussi à ces débats-là parce que ça peut s'étirer vraiment longtemps sur des niaiseries. Ou si vous avez des gens très susceptibles, ça peut dégénérer. Connaissez votre groupe. En écoutant la description, vous savez déjà si c'est pour vous ou pas. Donc, c'était Super Fight de Jack Dyer et des éditions Skybound Games. Et finalement, un autre jeu qu'on a joué ensemble il n'y a pas si longtemps, c'est le jeu Watergate de Mathias Kramer et des éditions Capstone Games. Watergate, c'est quoi? C'est un jeu pour deux seulement. Donc, à deux joueurs, il va y avoir un joueur qui va jouer le rôle du président Nixon et l'autre qui va être l'éditeur en chef du Washington Post qui essaie d'exposer au grand jour le scandale du Watergate. Donc, pour ceux qui sont pas des connaissants de l'histoire américaine, c'est le président Nixon qui avait tenté d'espionner le Parti démocrate à l'hôtel du Watergate et qui a été destitué. En fait, qui a Il y donné a sa pas- démission juste avant d'être destitué à cause de cette histoire-là. Et il avait demandé à son remplaçant de le pardonner. C'était un peu croche, mettons. C'était pas le moment des plus brillants dans l'histoire politique des États-Unis, là. Exact. Fait que dans ce jeu-là, en fait, il va y avoir plusieurs éléments qui sont en jeu, plusieurs champs de bataille, si on veut, mais pas vraiment des batailles, là, mais chaque joueur va avoir une main de cartes. Puis ces cartes-là peuvent être utilisées de différentes façons. Et l'idée, c'est de les utiliser pour tirer vers nous des jetons qui vont nous donner certains bonus et qui vont permettre, en fait, de relier des informateurs on a une espèce de tableau là comme dans Un tableau d'enquête, là, ouais, comme dans un poste de police avec plein de pins puis des cordes qui relient des gens à Nixon. Et lorsqu'on ramasse certains des jetons, on va pouvoir les poser sur ce tableau-là comme un enquêteur le ferait pour relier justement nos informateurs à Nixon. fait que c'est ça, le journaliste essaie de relier c'est deux informateurs qui doivent relier jusqu'à Nixon. Deux informateurs, ouais. Puis Nixon essaie de bloquer ces chemins-là et de gagner du momentum en même temps. Puis s'il gagne assez de momentum, ben là, à ce moment-là, il va être réélu puis il va gagner la partie. Donc, aussi, ce qui est intéressant, c'est que dans les cartes qu'on va avoir entre les mains, souvent, il va avoir, comme on a dit tantôt, il y a plusieurs actions qu'on peut faire avec ces cartes-là. Souvent, ça va être de tirer les éléments vers nous, les éléments de preuve vers nous, ou sinon, on a des habilités qui sont plus fortes, qui vont parfois faire en sorte que la carte va être retirée du jeu. C'est important de gérer le tempo dans le fond parce que
oui, ces gros moves-là vont nous permettre de gagner un avantage sur l'adversaire, mais si on utilise toutes nos cartes comme ça au début, ben après ça, dans nos mains, il va nous rester pas grand-chose. Fait que si l'autre est capable de résister à nos grands coups, puis de faire durer la partie un peu plus longtemps, ben il risque de l'emporter. Puis à l'inverse, si on essaye de trop garder nos gros coups pour la fin, puis que l'autre décide de rusher ou de se dépêcher pour que la partie finisse, ben on sera peut-être pas capable de l'arrêter à temps, puis on va se faire jouer un vilain tour, hein. Fait que c'est un jeu qui se joue à deux, un jeu qui se joue quand même rapidement puis qui est facile à expliquer. Une fois qu'on a les cartes en main puis qu'on a fait un tour, après ça, on est bon pour la fin. Oui, puis souvent, tu sais, on va finir une partie, puis on va vouloir immédiatement rejouer en changeant les rôles. Parce que les deux paquets de cartes sont vraiment différents. Donc c'est le fun de voir les deux côtés. Donc, petite note intéressante aussi sur les cartes, il y a beaucoup de flavor text qui apportent des petites notes historiques là, sur c'est qui les personnages dans le jeu, qui sont tous des vrais journalistes ou sénateurs qui ont été impliqués de près ou de loin dans cette histoire-là. Donc c'est ça, c'était Watergate de Matthias Kramer et de Capstone Games. Voilà pour notre petit tour d'horizon des jeux qu'on a joués récemment. On va maintenant passer à une nouvelle section de l'émission qui est le courriel des auditeurs. Oui, donc donne-moi une minute, je vais aller ouvrir notre boîte aux lettres. Donc, vu que c'est une nouvelle section, on s'attendait pas non plus à ce qu'on reçoive des courriels à la tonne avant aujourd'hui. Mais à partir de cette semaine, on va commencer à lire ou à discuter de certains courriels qu'on va avoir reçus durant les 2 semaines. Que ce soit concernant les jeux que vous appréciez ou des idées de duel, on va tout éplucher ça pour après ça en discuter pendant l'émission. Fait que c'est ça, écrivez-nous boardgameduel@gmail.com. On veut juste savoir qu'il y a quelqu'un qui nous écoute quelque part. Ouais, on se sent seul. Nous allons maintenant passer aux choses sérieuses. Notre duel, qui va impliquer 2 jeux de combat d'armées épiques avec une forte thématique. Fait à noter, c'est 2 jeux que les deux on aime vraiment beaucoup. Vince les avait les deux dans son top 5. Moi je les aurais mis probablement dans mon top 10. Là. Fait que oui, on va s'ostiner à savoir qui a le meilleur des deux, mais prenez pas ça pour dire que parce qu'on en défend un, on n'aime pas l'autre. Là. Sérieusement, on me propose n'importe quel des deux à n'importe quelle soirée. Je suis partant pour jouer à ça. Exact, moi aussi, pareil. Donc oui, je suis toujours partant pour jouer à ces jeux-là, mais il faut prévoir du temps quand même. Parce que c'est 2 jeux qui vont me prendre 3 heures et plus. Donc de mon côté, je vais vous parler du jeu War of the Ring, deuxième édition, des auteurs Roberto Di Meglio, Marco Maggi et Francesco Nepitello, des éditions Ares Games. War of the Ring, ça le dit, la guerre de l'anneau. Tout le monde connaît le Seigneur des Anneaux. Là. Je suis pas sûr que la plupart de nos auditeurs vont avoir lu les livres et ou vu les films. Ou sinon, au moins, en ont entendu parler. Donc, d'un côté, on a les peuples libres, les gentils, qui essaient de détruire l'anneau. Et de l'autre côté, on a les forces des ténèbres, Sauron, Saruman, les orques et compagnie, qui essaient de conquérir la Terre du Milieu ou de trouver le porteur de l'anneau. Donc, on retrouve des thématiques assez communes à d'autres jeux en ayant des armées qui vont aller se combattre, puis un contrôle de territoire qui va être assez important dans tout le jeu. Mais on a une twist que je trouve qui est assez cool, qui est... Ben, je vais pas te le vendre. Ben, vas-y, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais oui, dans le fond, la twist assez cool, c'est que ce qui va dicter les actions qu'on peut faire dans le tour, c'est qu'au début, on va brasser des dés. Puis ces dés-là, c'est dépendant de quelle face ils vont tomber, ça va dicter quelle action on peut prendre, quel type d'action on peut prendre, en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est très asymétrique aussi. Les forces des ténèbres vont avoir plus de dés, donc plus d'actions que les peuples libres. Au cours de la partie, on va pouvoir débloquer plus de dés en faisant entrer en jeu des personnages bien connus. Et c'est ça, les différentes actions, dans le fond, vont tourner autour de déplacer des armées, recruter des nouvelles unités, faire un peu de politique, parce que au début de la partie, c'est pas toutes les factions qui sont en guerre. Il faut comme utiliser ces actions politiques-là pour comme
réveiller un peu tout le monde que hey, en passant, tu sais, au Mordor, là, il y a comme une grosse armée d'orques qui s'en vient, puis je pense qu'il faudrait peut-être lever une armée, nous autres aussi, se défendre. C'est ça, les peuples sont un peu réticents à ça au début. Il y a différentes façons de les activer, là. Et finalement, s'ils se font attaquer, ça va accélérer le processus de. On peut aussi envoyer les compagnons, les différents compagnons, dans le fond. Au début, le groupe est tout ensemble avec Frodon et Sam, puis ils suivent les porteurs de l'anneau. Mais au cours de la partie, on peut, dans le fond, séparer ces personnages-là. Ils vont partir de où est-ce que le groupe se trouve, puis ils vont aller se promener sur les territoires, ils peuvent se joindre aux armées. Quand ils arrivent dans des villes, ils vont activer les peuples qui correspondent à ces villes-là. Ils vont ajouter différents bonus si ces armées-là se trouvent en combat. Mais d'un autre côté, notre communauté de l'anneau devient de plus en plus petite, plus faible, donc plus vulnérable. Elle peut se faire attaquer par les forces du mal, donc moins de chances que Frodon se rende jusqu'à la montagne du destin et qu'il puisse y détruire l'anneau. Parce que c'est une des principales façons de gagner au jeu, pour ce qui est des gentils, c'est de se rendre jusqu'au Mordor pour pouvoir détruire l'anneau, mais il y a aussi d'autres façons. On peut gagner militairement aussi, en prenant le contrôle du territoire des Forces des Ténèbres, mais les Forces des Ténèbres sont habituellement suffisamment nombreuses et puissantes que c'est difficile de vraiment leur voler des territoires. Alors que on a les Forces des Ténèbres qui, elles, peuvent avancer et balayer les armées du bien sur leur passage si jamais le joueur qui maîtrise qui possède les peuples libres fait pas attention puis gère pas sa défense. C'est ça. Puis aussi, en plus, les forces des ténèbres, leurs unités peuvent être régénérées à volonté. Puis, pas à volonté, mais je veux dire, ils sont pas limités dans le nombre d'unités qu'ils peuvent régénérer, tandis que du côté des forces du bien, ben, quand il y a une unité qui est morte, elle retourne dans la boîte, puis on pourra jamais la revoir. Chaque combat est donc crucial. Un autre aspect important du jeu, c'est qu'il va y avoir des cartes. Au début de chaque tour, on va piger 2 nouvelles cartes. Il y a 2 decks différents. Puis ces cartes-là sont vraiment... c'est là-dessus que la thématique du jeu sort beaucoup, là. C'est des cartes qui vont faire référence à des événements qui sont passés dans les livres. Et souvent, ça va... Dans le fond, chaque carte a 2 utilisations possibles. On peut soit l'utiliser pendant un combat pour se rajouter un bonus. Je pourrais revenir un peu au combat, comment ça fonctionne un peu plus tard. Une autre chose qu'on peut faire avec la carte, c'est dans le fond l'utiliser comme une de nos actions. Et là, si certaines conditions sont remplies, ça nous donne un gros bonus comme de recruter des armées à un endroit où on pourrait pas, ou recruter des armées même si notre peuple n'est pas encore en guerre, ou déplacer des armées, ou si Gandalf est présent à telle place, ben on peut envoyer des Ents attaquer les hangars. Donc c'est vraiment des trucs cool, des moments qu'on se rappelle dans les livres et qui viennent pimenter notre partie. Et si on joue plusieurs fois au jeu, ben, il y a certaines cartes qui sont un peu plus fortes que les autres. Puis là, on sait que l'autre joueur peut peut-être l'avoir en main ou pas. Donc, il y a tout le côté de bluff puis de contre-bluff par rapport à ces cartes-là. Ouais, c'est un jeu qui mérite à être joué plusieurs fois parce qu'il est quand même assez complexe. Ça prend un certain temps à lire les instructions, ça prend un certain temps pour s'habituer aux règles puis pas faire d'erreurs. Ça va revenir aussi pour mon jeu. Mais c'est des jeux un peu plus pesants en termes de mécanique. Oui, il y a beaucoup de règles, beaucoup de petites exceptions, mais ces exceptions-là servent le thème au final. Fait que ça rend l'expérience plus thématique, plus épique, mais c'est aussi plus complexe à apprendre, à montrer, puis à jouer au début. Mais un coup qu'on a maîtrisé ces petites exceptions-là, là, ça se joue quand même très bien. Donc c'est ça. Dernier aspect, les combats. Ça va être avec des D6. Plus on a d'unités, plus on roule de dés jusqu'à une certaine limite. Puis ça prend des 5 et plus pour faire des touches sur les unités adverses. Comme je dis plus tôt, là, il y a certaines cartes qui peuvent venir modifier ces trucs-là, protéger nos unités, ou faire qu'ils vont toucher plus facilement, etc. Et si on a des capitaines ou des leaders qui sont avec notre armée, ça nous permet de relancer un certain nombre de ces dés-là. Donc oui, il y a du hasard parce que
ça reste des D6, là, mais il y a moyen de mitiger ça un peu, dépendamment de la composition de l'armée puis des cartes qu'on veut jouer. Puis aussi d'autres règles, là, par exemple, si on défend une ville, ben là, on a des bonus, on est plus dur à toucher, il y a des règles de siège et tout ça, puis je rentrerai pas dans ces détails-là, là. Mais c'est ça, vous voyez qu'il y a beaucoup de règles, beaucoup de petites exceptions. Mais c'est ça, c'est quand même des combats intéressants, mais qui peuvent durer vraiment longtemps, là. Fait que c'est vraiment de la bataille d'attrition, là. Si j'ai une plus grosse armée que l'autre, j'ai quand même des bonnes chances de l'emporter, mais ça peut me prendre plusieurs tours avant de prendre une ville, par exemple. Donc voilà pour un petit tour d'horizon de War of the Ring. On va maintenant passer à Star Wars. Oui. De mon côté, je vais défendre Star Wars Rebellion, qui a été designé par Corey Konitska, je suis vraiment pas certain de la prononciation, et qui a été publié par Fantasy Flight Games. On est encore dans un jeu de combat d'armée asymétrique où 2 à 4 joueurs vont s'affronter pour contrôler la galaxie. Comme dans l'univers de Star Wars, là, on se retrouve comme dans la première trilogie qui est sortie, les épisodes 4, 5, 6, avec Darth Vader, Luke Skywalker, et principalement les 2 factions qui sont présentes dans la galaxie, l'Empire et les rebelles, qui s'affrontent. La mission de l'Empire, c'est de trouver la base rebelle et de l'anéantir, alors que les rebelles doivent user de ruses et de tactiques pour survivre jusqu'à avoir obtenu assez de réputation avec le reste du peuple de la galaxie pour se rebeller contre l'Empire. Donc, c'est un peu une course contre la montre. On commence la partie avec un nombre de tours défini. Les rebelles vont pouvoir diminuer le nombre de tours de la partie en accomplissant différents objectifs, alors que l'Empire va utiliser son armada, son armée gigantesque pour explorer l'ensemble de la galaxie et détruire des planètes avec leur étoile de la mort au besoin pour se débarrasser des rebelles. Mais comme dans les films, l'étoile de la mort, bien que ce soit une arme redoutable, a aussi sa faiblesse et peut être détruite par les rebelles s'ils trouvent les plans. Parce qu'on a cette course de trouver les plans de l'étoile de la mort qui est aussi retrouvée dans le jeu. Ouais, c'est une dynamique qui est vraiment intéressante parce qu'en début de partie, justement parce que le rebelle a peut-être pas les plans, l'étoile de la mort est vraiment dangereux, c'est vraiment un atout pour l'Empire. Mais plus la partie avance, plus on le sait que les plans, l'autre les a probablement, puis il faut vraiment que je pense à protéger ma base. En début de jeu, je suis content si j'ai une étoile de la mort. En fin de partie, pas tant. J'essaye juste de la mettre loin de l'action puis espérer que les rebelles la détruisent pas. C'est pas tout à fait vrai parce qu'en fin de partie, on peut aussi réussir à bien la protéger en mettant une flotte autour et en la déplaçant. Parce qu'il faut quand même que les chasseurs rebelles réussissent à pénétrer les défenses. Puis si on est en mesure de détruire les chasseurs rebelles avant qu'ils soient en position, on peut facilement la protéger même en fin de partie. Oui, on peut la protéger, mais facilement, puis en même temps, trouver la base puis la détruire. Tu sais, faut faire des choix, puis mon point, c'est plus que c'est moins un atout, puis c'est plus une faiblesse que les rebelles peuvent exploiter. Puis il faut que je mette des ressources pour empêcher les rebelles de pouvoir l'exploiter, justement. Donc c'est ça. Fait qu'on on a ce système-là, on a les armées qui vont se taper dessus, mais il y a aussi un système de loyauté des différents systèmes qui va nous dire un peu si on possède une planète ou pas, puis si on peut utiliser ces ressources pour construire notre armée, parce que notre armée est continuellement en train de se reconstruire avec les ressources qu'on trouve sur nos planètes. Donc il faut gérer ça. Fait que c'est un peu le pendant de la politique dans War of the Ring. Oui, c'est un peu ça. Une autre différence qui est avec War of the Ring, c'est que là, ici, les actions, ils sont pas déterminées par les dés ou par le hasard. C'est vraiment, on a des leaders, on possède un certain nombre de leaders qu'on va attitrer à différentes tâches. Donc, ça va être soit aller faire attaquer des planètes, ça va être soit bloquer des cartes des joueurs adverses ou pour jouer nos cartes à nous, il faut aussi utiliser ces leaders-là. Et il y a vraiment un gros aspect stratégique parce que chaque étape du jeu se fait dans un ordre prédéterminé, puis on peut voir à l'avance qu'est-ce que le joueur d'avant nous va... Dans le fond, la façon que le tour fonctionne, c'est qu'il va y avoir une phase de planification, puis là, les deux joueurs vont un peu annoncer
qu'est-ce qu'ils veulent faire avec leurs leaders. Donc, s'ils les assignent une mission ou pas, mais l'autre joueur va pas voir c'est quoi la mission sur laquelle ils sont assignés. Ils vont seulement voir qu'ils sont assignés à une mission. Puis là, ça va être de déterminer est-ce que je me garde des leaders en réserve pour essayer de contrer les missions des autres? Est-ce que je m'en garde en réserve pour bouger mes armées? Ou est-ce que je les mets toutes sur des missions parce que je dois absolument réussir cette mission-là ce tour-ci, sinon je suis vraiment dans le trou? Fait que la gestion d'un tour et notre planification de tour est vraiment importante, puis il y a vraiment beaucoup d'options qu'on peut faire. Il y a beaucoup d'options puis on a peu d'actions, donc c'est des choix déchirants à chaque tour. Ouais. À mesure que la partie va avancer, on va avoir plus de leaders pour pouvoir faire plus d'actions, mais c'est toujours aussi difficile de choisir qu'est-ce qu'on veut faire. Puis des fois, on veut vraiment être actif dans nos missions, on veut pouvoir jouer des cartes fortes qui vont avoir des effets qu'on juge qui vont nous aider beaucoup. Mais à côté, on va justement laisser la porte ouverte à notre ennemi à faire qu'est-ce qu'il veut avec ses cartes de son côté. Puis si on parlait des combats, Ouais. Au niveau des combats, on va avoir deux sortes de combats. Il va y avoir des combats spatiaux, des combats terrestres, pour pouvoir prendre le contrôle des différents systèmes. Donc, on va avoir les unités. Chaque unité va avoir des points de vie ou des types de dégâts qu'il va pouvoir effectuer aux autres unités. Et à ça, on va ajouter des cartes qui vont avoir des pouvoirs qui vont influencer l'issue du combat. Ces pouvoirs-là vont varier en fonction des unités qu'on a en jeu, parce qu'on a des pouvoirs qui se débloquent juste si on a telle ou telle unité sur le terrain. mais attends, là tu parles du système avec l'expansion. Ah, oui. Dans le jeu de base, on va avoir des cartes, oui, mais c'est des cartes qu'on va piger au hasard au début du combat, dépendamment de quel leader qui est impliqué. Il va y avoir beaucoup de dés, mais Moins de stratégie. C'est beaucoup quelles unités on va envoyer se battre et quel leader on va envoyer avec pour s'aider à piger des cartes. Mais ça, c'était beaucoup. c'est l'aspect le plus critiqué du jeu, j'ai l'impression. Ouais, c'était un aspect qui était un peu trop aléatoire. C'était difficile de vraiment avoir une grosse stratégie à part mettre plus d'unités dans le combat. Mais avec l'extension Rise of the Empire, ils ont beaucoup amélioré l'aspect combat, justement, en changeant principalement le système de cartes, qui, au lieu que ce soit des cartes qu'on piège au hasard, c'est tous les 2 joueurs, on va avoir une main de cartes qu'on va avoir tout le long de la partie. Chaque ronde de combat, on va en jouer une. Les cartes ont 2 effets possibles. Un qui est plus faible, qu'on peut utiliser en tout temps. Un qui est un peu plus fort, mais qui, pour être utilisé, il faut que... Qui dépend de la présence d'une unité particulière dans le combat. Puis chaque type d'unité va avoir une carte qui lui est associée. Ces cartes-là sont aussi connues de notre adversaire. On peut savoir quelle carte il lui reste dans la main à tout moment. Puis on peut justement ajuster notre stratégie en fonction de qu'est-ce qui lui reste, qu'est-ce qu'on a, puis prendre des décisions par rapport à ça. Si je sais qu'il te reste plus En fait, s'il te reste des cartes, seulement des cartes TIE Fighter, par exemple, ben, je pourrais aller t'attaquer à un endroit où il n'y a pas de TIE Fighter, en sachant que ta carte va être moins forte. C'est ça. Il y a moyen de faire de la planification en fonction justement des cartes qui restent dans nos mains. Puis un coup qu'on a joué toutes nos cartes, on reprend notre deck au complet. Donc c'est un système de cartes de cartes de combat qui est similaire au jeu A Game of Thrones. Oui, on le retrouve dans Kemet aussi, un système semblable. Kemet qu'on a parlé dans l'épisode 2. Donc c'est ça, ça fait le tour pour les combats. Un autre aspect qui est vraiment important dans le jeu, c'est les missions. Oui, les cartes missions, dans le fond, c'est un peu le cœur du jeu en dehors des combats. C'est en fait des actions qu'on va pouvoir faire qui vont avoir des effets vraiment particuliers dans certaines situations. Ça peut être des effets politiques, ça peut être des effets militaires, ça peut nous permettre de recruter des unités par surprise, parce qu'on ne sait pas quelle mission notre opposant a dans les mains. Il y a 4 cartes qui sont toujours là et qui reviennent dans la main du joueur, mais on a après ça plein d'autres cartes qui vont être pigées en cours de partie pour lesquelles notre opposant n'a aucune idée. Puis c'est cool parce que ces missions-là font souvent référence à des moments iconiques dans les films. Oui, c'est un peu, ça nous permet de revivre un peu les films. On a différentes cartes qui font référence à des événements. On a entre autres la carte du Général Veer, ce que j'adore particulièrement, qui nous permet d'amener des AT-AT sur une planète un peu par surprise pendant que notre ennemi s'en attend pas. On a des cartes qui nous permettent d'aller chercher des héros particuliers sur des planètes. Puis c'est le fun parce que ça nous permet de revivre des beaux moments des films, mais ça peut être avec un personnage complètement différent. Ou pas, parce que en fait,
souvent, si c'est un personnage en particulier qui a fait cette action-là dans les films, ben si on utilise ce personnage-là pour faire la mission, on va avoir un petit bonus. On a des bonus si jamais notre ennemi veut s'opposer à cette mission-là. Ou des fois, c'est des cartes, tu peux pas les faire si t'as pas tel personnage d'impliqué. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, quand quelqu'un essaie de s'opposer à la mission, on jette des dés. Dépendamment du nombre des leaders qu'on a envoyés, ça va nous donner un certain nombre de dés. Puis les leaders ont comme des stats, puis les missions ont rapport avec ces stats-là. Là, il y aura de l'espionnage, du combat, ce genre de choses-là. La politique. Puis si on utilise le personnage qui est vraiment associé à cette mission-là, on va avoir 2 succès de plus. Fait que c'est ça. Fait que c'est encore une fois, c'est un autre jeu aussi qui est assez complexe, qui est pas nécessairement pour tout le monde, mais qui est vraiment, vraiment, vraiment bon une fois qu'on l'a pris en main. J'aime beaucoup aussi la façon dont le manuel de règles est fait, parce que malgré toutes les parties qu'on a pu jouer, c'est arrivé au début, surtout les premières. On se pose des questions sur des règles et le livre des règlements est quand même bien structuré. Il y a un beau glossaire, c'est facile de se retrouver si jamais on est mêlé. Alors, je trouve que malgré le fait que c'est un jeu qui peut être assez complexe, on peut facilement retrouver l'information qui nous manque si jamais on a une question à se poser. Ouais, puis parce qu'on va en avoir des questions à se poser, surtout les premières fois. Oui. Je pense que ça a été seulement la 4e partie qu'on a joué que j'étais satisfait de mon application des règles. Ouais, à toutes les fois, à la fin, on le regardait, on était comme, ah, alors finalement, j'avais pas le droit de faire ça, ou, ah, mais en faisant ça, t'aurais dû lancer plus de dés, ou... Ouais, non, c'est ça. C'est pas évident à prendre en main, mais une fois que c'est pris, c'est merveilleux. Là. On se sent puissant avec notre armée impériale pour prendre la galaxie. Puis on se sent tout le temps un peu sur la touche quand on est le rebelle, puis qu'on essaie de se cacher, puis, ou de déplacer la base rebelle, puis qu'on se sent un peu observé. C'est tout le temps des parties assez chaudes là, quand on joue avec des joueurs expérimentés. Puis, encore une fois, c'est un jeu qui gagne beaucoup à être rejoué. Trouvez-vous quelqu'un pour jouer avec vous, découvrir le jeu ensemble, puis jouer plusieurs fois, puis après ça, c'est là que quand on commence à connaître un peu le paquet de cartes de l'autre, on sait un peu qu'est-ce qu'il pourrait essayer comme mission, mais on n'est pas certain de est-ce qu'il l'a en ce moment ou pas, est-ce qu'il est en train de me bluffer. Pourquoi est-ce que Rebelle est en train de monter une armée à côté de Coruscant, là? J'ai même pas d'armée là, moi. Ça n'a pas rapport. Ouais, est-ce que là, il y a la carte qui fait plein de points s'il prend Coruscant, ou il fait ça pour que j'aille à Coruscant parce qu'au final, sa base rebelle est pas là, puis il veut la tirer là. C'est ça, parce que mon armée est tout proche de la base Rebelle, puis il veut juste que je les ramène à Coruscant pour la défendre. Mais finalement, il y avait pas cette mission-là, puis je me suis fait avoir. Ouais. Donc voilà, ça fait un petit tour d'horizon de Star Wars Rebellion. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à débattre un peu des petits points plus précis par rapport au jeu pour essayer de démystifier lequel est vraiment le meilleur. Je pense qu'on peut commencer par parler du truc le plus évident. Star Wars Rebellion gagne au niveau... Premièrement, les miniatures sont vraiment très belles. Là. Les vaisseaux, on les reconnaît. Ils sont super bien faits. Il y a des petits détails assez pointus sur chacun des différents vaisseaux. On sent aussi que on a une carte dans la main qui pourrait être un appareil, dans le fond, de l'univers de Star Wars. Là. Il y a tous des petits trucs électroniques, comme des petites lumières. Les logos de l'Empire puis des rebelles sont imprimés un peu partout. On sent vraiment l'univers Star Wars. Là, Ben, j'aurais tendance à dire que War of the Ring est aussi beau puis aussi bien fait, là. Il y a beaucoup de miniatures dans celui-là aussi. Chaque peuple va avoir ses propres miniatures. Chaque faction a sa petite personnalité, ses figurines personnalisées. On a une immense carte de la Terre du Milieu qui est super bien détaillée, super bien divisée avec les différentes régions. On a des cartes pour chacun des personnages avec des illustrations. C'est des grosses cartes style tarot, là. Bien illustré, c'est écrit en gros, c'est facile à lire. Les deux jeux sont vraiment beaux, à mon avis. Je pense pas qu'il y en a un qui se démarque vraiment plus qu'un autre. Non, en effet, les deux sont très beaux. Le seul truc, dans le fond, que quelqu'un d'autre pourrait peut-être dire, c'est que les dessins de War of the Ring, c'est pas inspiré, dans le fond, des films. C'est vraiment toutes des illustrations qui sont originales. On connaîtrait pas la face de Gandalf, là, même si un homme barbu avec un chapeau pointu, ça se ressemble d'un à l'autre.
Ouais, ben c'est sûr qu'ils peuvent pas faire des dessins sur les livres de Star Wars, hein. Il y en a, par contre. Hein, il y en a beaucoup, des livres. Ouais, ben pas sur l'histoire de la rébellion dans la première trilogie. Ah, il y en a aussi. Alors, fais attention, tu sais, il y en a partout, des Ils livres de sont pas Star Wars. canon. Si on passe côté thématique maintenant. Dans les deux cas, c'est deux jeux qui sont super thématiques, qui sont complexes puis compliqués parce que les règles puis les mécaniques veulent respecter cette thématique-là. Je pense que War of the Ring est un peu plus fidèle à son inspiration, si on veut. Tu sais, pour faire, par exemple, amener l'armée des morts à Minas Tirith pour sauver la ville qui est assiégée, ben il faut qu'Aragorn soit là. Je peux pas faire ça avec Pipin. Tandis que dans Star Wars Rebellion, ben pourrait que l'empereur ait capturé Lando, puis Ouais. qu'après ça, Darth Vader le convertisse au côté obscur. Ouais. Je pense que dans le cas où ça a le plus divergé, on avait un Luke Skywalker qui avait été emprisonné par Darth Vader, corrompu au côté obscur par l'empereur, puis qu'après ça, il avait capturé la princesse Leia qui avait divulgué là où était la base rebelle. C'est sûr que là, mais on est plus libre en même temps, justement. Ça peut aller un peu dans n'importe plus de directions possibles. Alors que, c'est ça, dans War of the Rings, il y a un peu plus de contraintes pour respecter certains éléments de l'histoire. Dans le jeu de base, oui, mais le jeu a deux expansions maintenant. Il y en a une troisième qui est annoncée, qui sort bientôt. Puis ces expansions-là vont aller un peu plus dans la même direction que Star Wars, puis explorer, ça serait quoi les espèces de what if ou les scénarios alternatifs qui pourraient arriver. Il y en a une qui permet de jouer avec Galadriel, Elrond, Celeborn, fait ils vont commencer la partie à quelque part, ils vont pouvoir se déplacer puis entrer dans l'action un peu plus que ce qu'ils ont fait dans les livres. Du côté des forces de l'ombre, ben on peut sortir le Balrog, la Moria, puis y faire lever une armée puis aller raser des cités. Donc on a cet aspect-là qui est un peu moins fidèle au matériel source, mais qui permet d'explorer des nouveaux scénarios, puis de faire des nouvelles stratégies, puis de rajouter un peu de fraîcheur au jeu. En parlant de fraîcheur, on pourrait parler maintenant de la variabilité du jeu d'une partie à l'autre. Là, on a parlé d'extension. Comme je disais tantôt, Star Wars Rebellion a aussi une extension qui est excellente. Nécessaire, je dirais. Ça corrige beaucoup les combats, puis ça ajoute aussi d'autres thématiques. Moi, en fait, il y a des jeux pour lesquels des fois on se dit on pourrait ajouter l'extension ou pas, puis on se pose la question avant de jouer. Avec Star Wars Rebellion, on se pose juste pas la question. Une fois qu'on a essayé l'extension, on veut plus retourner en arrière. Ben, il y a une question qu'on se pose en fait, parce que oui, le système de combat de l'expansion, on veut l'utiliser à chaque fois, mais un set de missions il y a certaines cartes qui viennent en remplacer d'autres, fait que là, on se pose la question est-ce qu'on joue avec les cartes de mission d'extension ou pas? On a aussi le fait que la stratégie va vraiment être différente d'une fois à l'autre. On peut toujours, déjà en partant, on peut placer la base rebelle n'importe où. Ça va faire varier d'une partie à l'autre où est-ce qu'on va s'en aller. On a des systèmes qui vont qui vont être attitrés au début de la partie aussi aux rebelles ou à l'Empire. Il y a un groupe de planètes qui peuvent commencer Empire ou rebelles, mais sinon, d'une partie à l'autre, c'est pas pareil. C'est vrai que le setup est différent d'une partie à l'autre, mais tu sais, on a le choix entre deux, trois planètes de chaque bord, plus quelques neutres qui vont aller d'un côté ou de l'autre. Puis oui, avec les rebelles, je peux déplacer ma base au début puis changer de stratégie comme ça. Mais côté Empire, c'est un peu toujours, il faut que je trouve la base. Fait que Oui, mais la stratégie sera pas tant différente d'une fois à l'autre. La façon de l'exécuter va l'être parce que les missions et les projets qu'on va piger vont être différents. Mais au final, tout ce que je fais, c'est dans le but de trouver la base puis de la détruire. c'est sûr qu'il y a une seule façon de gagner pour chacune des deux factions. L'Empire doit détruire la base rebelle, les rebelles doivent raccourcir la partie et réussir à se rendre au dernier tour sans avoir été détruits. C'est ce qui est différent un peu dans War of the Ring, où là, il peut y avoir plus qu'une façon de gagner, peu importe la faction qu'on est. C'est ça, les deux peuvent gagner avec le militaire. C'est plus difficile pour les peuples libres, si on veut. Parce qu'ils ont des plus petites armées, parce que dans les faits, pour gagner militairement, il faut que les Faut que les forces de l'ordre, il faut qu'ils conquièrent 10 villes.
Tandis que les forces, les peuples libres, c'est 2. Et on a aussi un rapport de force qui est assez déséquilibré parce qu'on a les armées des ténèbres qui ont des unités à pu finir puis qui peuvent en reproduire si jamais ils en perdent, alors qu'on a des ressources limitées au niveau des peuples libres. Fait que c'est risqué. Ça peut être risqué de décider de se lancer dans le militaire quand on est les peuples libres. C'est pas impossible que ça marche. Non, mais je pense qu'il faut que l'autre joueur nous ouvre cette porte-là. Parce que le jeu en tant que tel, la façon qui est setée au début, si les deux se concentrent là-dessus, c'est les méchants qui vont gagner. Mais il y a toujours l'espoir d'aller porter l'anneau jusqu'au Mordor. Puis là, justement, à quel point qu'on met des efforts là-dessus, ben là, ça va mettre de la pression sur l'autre joueur de lui aussi mettre des ressources là-dessus pour nous contrer. Donc, il va avoir moins de ressources à mettre sur notre armée. Donc, on a un peu plus de temps pour survivre. Puis, fait que c'est ça, c'est une balance qu'il faut équilibrer tout le temps. Faut pas se faire dominer d'un côté ou de l'autre parce que ça fait que l'opposant va juste en profiter de cette ouverture-là. Puis c'est un aspect qui est pas présent dans Star Wars, je trouve. Il va y avoir d'autres choses à balancer puis à équilibrer, mais au final, le rebelle veut gagner du temps puis l'Empire veut détruire la base. Les choix vont plus venir sur comment je fais ça, puis quelle mission je veux faire, puis quel leader je vais utiliser pour faire ces missions. Ouais. Puis aussi, quel objectif le rebelle va décider de jouer. Parce que oui, il va avoir des objectifs, il va collecter les cartes objectifs à mesure que la partie va avancer. Il y en a qui vont être plus ou moins faciles à obtenir. Et puis en fonction de ça, on va justement jouer différemment. On peut jouer aussi la carte de l'appât, on peut essayer de... On peut aussi réussir à développer une armée qui est conséquente. À la différence de War of the Ring, où militairement, on est plus en mode survie. Le rebelle peut, s'il joue bien ses cartes, s'il se positionne bien, amasser une armée qui est assez conséquente pour pouvoir justement combattre l'étoile de la mort ou les Super Star Destroyers. Il y a moyen de se débattre militairement. Un truc qui est intéressant aussi, c'est que War of the Ring, je pense qu'il joue juste à 2. Peut se jouer à 4. Il y a des règles pour, mais c'est pas... J'ai jamais essayé, puis honnêtement, je suis pas sûr que je voudrais. OK. Parce que un truc qui est intéressant, c'est que Star Wars Rebellion peut se jouer à 2, mais il peut aussi se jouer à 4, puis ça se joue pas tout à fait de la même façon. Parce qu'on a des leaders qui sont dédiés à un joueur. Tu sais, ça va quand même être 2 équipes, c'est quand même les rebelles contre l'Empire. Mais les leaders sont séparés en 2 joueurs. On a un joueur qui est le commandant, puis un joueur qui est l'amiral. Il y en a un qui gère plus les combats planétaires, l'autre les combats spatiaux. Mais aussi au niveau de l'exécution des missions, on a comme un autre niveau de complexité puis de réflexion qui s'ajoute parce que on peut pas effectuer les missions dans l'ordre dans lequel on aimerait. Il faut les jouer dans... En fait, on peut, mais... En fait, c'est qu'il faut alterner. De quel leader on va envoyer sur quelle mission. En fait, c'est pire que ça. C'est que l'amiral va jouer avant le général. Ouais, mais si... Puis il faut jouer une carte du général. Les leaders sont à 1 joueur. Fait que tu peux... Mais une mission peut avoir plus qu'un leader dessus. Ouais. Donc, si on met un amiral et un général, ben... Ouais, après on peut décider. Mais c'est ça requiert qu'on mette 2 leaders dessus. Ouais. Ou sinon, c'est de dire cette mission-là, il faut absolument qu'elle soit jouée avant telle autre. Ben là, je vais la faire avec un personnage qui est pas nécessairement optimal, parce que c'est l'autre joueur qui l'a, puis on peut pas faire nos synergies comme il faut si on la joue pas là. Fait que il y a ce truc-là que je trouve cool, que même à 4, ça change le jeu, puis je trouvais ça quand même pas mal intéressant. Oui, mais ça reste que le jeu est principalement designé comme un jeu à 2. Tu sais, à 4, on se split un peu les choses à faire. Fait qu'on a comme... Mais pas la moitié d'une expérience de jeu, mais pas loin, hein. Ah, moi, je trouve que c'est rough comme jugement que tu viens de dire là, parce que moi, je trouve que ça change la donne, parce que justement, les tours se font pas de la même façon. Mais je pense que c'est vrai, mais je préfère quand même jouer à 2 qu'à 4. J'ai pas souvent joué à 4. C'est aussi difficile de trouver 3 autres personnes qui se disent bon, ben, est-ce qu'on a 3 à 4 heures? En fait, je vais dire 3 à 6, parce qu'on a fait des parties qui ont duré 6 heures. Ben surtout à 4, justement, c'est plus long parce que là, il faut se mettre d'accord sur tout
tout avec l'autre personne, quelle mission qu'on veut faire en premier, quelle mission qu'on veut faire, point. Ouais. C'est beaucoup de complotage, si on veut, puis De manigance, de planification de tout. C'est ça. Donc, c'est une partie qui est déjà longue, qui devient encore un peu plus longue. Honnêtement, oui, ça se fait à 4. Essayez-le, si ça donne. Si vous avez 3 amis qui veulent vraiment essayer le jeu le même soir. Mais je pense que l'expérience optimale est à 2, dans les 2 cas. Je pense qu'on arrive au point où est-ce qu'on laisse la parole aux auditeurs. Ouais, honnêtement, moi je dirais, là, si vous hésitez entre les 2 jeux, ils sont proches, là. Allez-y avec La thématique. la thématique qui vous parle le plus. Si vous êtes plus un fan de Seigneur des Anneaux que de Rebellion, ben allez-y pour War of the Ring. Puis si vous êtes plus un fan de Star Wars, ben allez-y avec Rebellion. Puis dans les 2 cas, vous serez pas déçus, là. Mais je vous dirais, si vous avez la chance, essayez les 2 aussi, parce que les 2 sont vraiment bien. Puis, tu sais, oui, les 2 vont gagner à être joués plusieurs fois, puis à se faire découvrir. C'est pas facile là, de jouer souvent à ces jeux-là, là, à moins d'avoir quelqu'un avec qui jouer qui est aussi motivé que vous, puis que c'est facile de coordonner les horaires. Et dans ce cas-là, lancez-vous dans ces jeux-là, là, puis vous allez avoir du fun ensemble, ça va être vraiment cool. Mais surtout, lancez-vous dans War of the Ring parce que #Team Sam. Non. Hashtag Team Vince avec Star Wars Rebellion. Vous voyez pas mon mouvement de main, là? Je dis, tu vas voter pour Vince. Tu vas voter pour Vince. C'est de la belle radio, ça, Vincent, bravo. Donc, c'est ça. Écrivez-nous, boardgameduel@gmail.com. Dites-nous lequel des 2 jeux vous auriez le goût d'essayer en premier. War of the Ring, Star Wars Rebellion. Vous pouvez le faire aussi sur notre page Facebook, sur notre page Instagram. Allez commenter là-dessus. Autre chose que j'aimerais vous dire, c'est si vous aimez l'émission, partagez, parlez-en à un ami. On aimerait ça agrandir notre nombre d'auditeurs. Donc, si vous aimez ça, parlez-en à un ami. Si vous n'avez pas aimé ça, parlez-en à un ennemi. Faites ce que vous voulez, mais parlez-en. Partagez. Partagez plus. Like and subscribe. C'était Sam. Et Vince. À la prochaine. À plus. Alors, bonjour et bienvenue au 4e épisode de Board Game Duel. C'est le 3e. Non, c'est le 4e. Ah, t'as raison. C'est bon, on a déjà notre premier bloopers. Ouais, ça va bien. Donc, c'était Super Fight de Jack. J'ai écrit trop mal. Accessible. C'est assez... Donc, c'est un jeu qui est assez accessible. Et aujourd'hui, là... OK. Donc, on va maintenant pâter. Donc, on a une carte qui va... Puis, ben, en plus de faire... Je suis comme trop excité par le jeu. Là, je veux tout dire en même temps. Puis là, ça sort n'importe comment.